Alors dans le cadre de cette nouvelle leçon, qui est en lien d'ailleurs avec la leçon précédente, donc vous irez voir un peu la leçon numéro 16 qui est consacrée aux lois de décentralisation et autres lois subséquentes, voilà. Donc il y a un lien direct entre cette leçon 16 et ce que je vais faire ici. Là, je vais traiter l'action sociale des conseils départementaux, pour vous montrer un peu, dans un domaine de compétences en particulier, comment les départements fonctionnent en France. Alors pour rappel, il faut toujours rappeler le cadre. La France, c'est 101 départements. Vous avez 96 départements en métropole, et vous avez 5 départements outre-marins, qu'on va rappeler. Vous avez donc en Outre-mer la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, l'île de la Réunion et le dernier département outre-marin, Mayotte. Voilà. Et 96 départements qui sont des départements hexagonaux, je dirais. Alors 96 avec 95 numéros de départements. Alors des fois ça peut paraître un peu étrange, mais en fait, vous irez voir, je trouve que c'est amusant de le voir par soi-même. Je dirais que tout se situe entre le département numéro 19, c'est-à-dire la Corrèze, et le département numéro 21, c'est-à-dire la Côte d'Or. Donc je pense que tout est là, c'est là qu'on a l'explication des 96 départements métropolitains. Pour les départements outre-marins, c'est moins compliqué. En réalité, c'est plus simple, effectivement, puisqu'il y en a vraiment 5, donc il n'y a pas de problème de comptage, je dirais. Donc vous irez voir, c'est un petit exercice pratique, mais de curiosité, simplement. Alors, j'en reviens à cette idée d'action sociale des conseils départementaux. Vous l'avez compris, la décentralisation, c'est la loi qui fixe le cadre de cette décentralisation. Les collectivités territoriales n'ont pas choisi d'être compétentes pour ceci ou pour cela. C'est la loi qui fixe ces compétences. Évidemment, on tient compte de l'histoire des collectivités en tant que telles. Les communes ont toujours fait du social, les départements aussi, donc on n'a pas fait ça n'importe comment. Mais dans tous les cas, c'est la loi qui fixe un certain nombre de choses. Et je dirais qu'en matière de mission obligatoire des départements dans l'action sociale, dans le domaine de l'action sociale, moi je relève 8 missions obligatoires. Et ces missions obligatoires, elles sont fixées de façon assez précise quand même par la loi MAPTAM du 27 janvier 2004, du 27 janvier 2004, modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles. MAPTAM, ça veut dire ça. C'est vrai qu'on a plein de sigles, des fois, c'est pas toujours évident. Mais bon, une fois qu'on les apprend, après ça va mieux. Mais au début, ça peut embrouiller un tout petit peu l'esprit, j'en conviens tout à fait. Alors, les missions obligatoires des départements, écoutez, je vais vous les donner. Alors, vous imaginez un rond central où j'écris mission obligatoire, et puis après, vous tirez les 8 flèches, je dirais, qui vont vous permettre de les indiquer. Insertion sociale, accès et maintien dans le logement, aide sociale aux personnes handicapées, aide sociale aux personnes âgées, protection des personnes vulnérables, protection maternelle infantile, protection de l'enfance en danger et polyvalence de secteur pour finir. Vous avez 8 missions obligatoires. Autrement dit, tous les conseils départementaux de France métropolitaine et outre-marine doivent réaliser l'ensemble de ces missions. Ça, c'est très important. Très, très important. Ce sont des missions obligatoires. Alors, voyons ce que dit la loi de décentralisation du 22 juillet 1983. Vous vous rappelez que l'acte 1, c'était 1982, mais en même temps 1983, parce que en 1983 notamment, on a réparti les compétences entre les différentes collectivités territoriales. Eh bien, la loi de décentralisation du 22 juillet 1983 prévoit que chaque conseil départemental doit définir un schéma départemental qui lui-même
précise en fait la politique d'action sociale du département. Autrement dit, dans tous les départements de France et de Navarre, vous devez avoir un schéma départemental d'action sociale qui a été adopté par le département. La durée de vie de ce schéma, c'est 5 ans. C'est ainsi. Hein. Et la loi de modernisation, enfin la loi de rénovation sociale et médico-sociale du 2 janvier 2002, qu'on appelle communément la loi 2002, est venue d'ailleurs préciser le contenu du schéma. Hein. Donc on doit trouver à l'intérieur de ce schéma un diagnostic territorial portant sur les besoins sociaux et médico-sociaux de la population. Donc ça c'est obligatoire. Deuxième point obligatoire, l'état des lieux, des ressources, des équipements et des dispositifs du territoire. Troisième point, objectif à atteindre pour adapter les ressources du territoire aux besoins. Quatrièmement, actions à mettre en œuvre et acteurs mobilisés. Puis dernier point, critères d'évaluation des actions mises en œuvre. C'est-à-dire que dans tous les départements, encore une fois, de France et de Navarre, vous devez avoir un schéma départemental d'action sociale qui précise la totalité des points que je viens de citer, qui sont eux-mêmes des points qui ont été précisés dans la loi 2002. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème particulier. Ce qu'on peut dire, c'est que dans la majorité des cas, les départements élaborent des schémas ou des plans départementaux qui sont spécialisés par domaine de compétences. Ça, c'est dans la plupart des départements, c'est ce que vous avez. Par exemple, vous allez avoir, pour la compétence que j'ai citée tout à l'heure, polyvalence de secteur, un schéma départemental d'action sociale. Pour la compétence protection maternelle et infantile, un schéma départemental de l'enfance et de la famille. Pour la compétence insertion, un plan départemental d'insertion, etc., etc. Donc on voit bien comment les départements, finalement, sont tenus par la loi d'organiser, en fait, finalement, la façon dont ils vont réaliser les missions qui leur ont été attribuées par la loi. Ensuite, vous avez, dans le domaine toujours de l'action sociale des conseils départementaux, la question des services sociaux départementaux. Ces services sont mis en place pour réaliser les missions obligatoires qui pèsent sur les conseils départementaux. Alors, je vais vous donner les services qu'on trouve dans les départements. Le service social départemental, SSD, le service de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, le service de la PMI, protection maternelle et infantile. Vous trouvez généralement la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes. Vous trouvez l'ODPE, c'est l'Observatoire départemental de protection de l'enfance. Vous trouvez un service d'aide sociale aux personnes âgées, d'aide sociale aux personnes handicapées. Donc tout cela, vous le trouvez en règle générale dans tous les départements, mais rien n'empêche un département de créer d'autres types de services, par exemple un service insertion ou un service apport, c'est pas interdit. Mais dans tous les cas, là je vous donne le socle minimum que vous devez retrouver dans les organisations départementales par service. Ensuite, bien qu'ils aient des missions obligatoires fixées par la loi, il n'empêche qu'ils restent libres dans le choix de leur organisation. Il n'y a pas d'obligation. Dans la majorité des cas, pour réaliser leur mission, il y a 3 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est attribuer la mission au service de polyvalence de secteur. C'est une possibilité. Le deuxième scénario, c'est de créer des services spécialisés, et c'est les services spécialisés par compétences qui vont exercer les missions. Par exemple, vous allez avoir un service insertion, un service APA, un service adoption, par exemple. Ou alors, ils passent une convention avec un partenaire extérieur, un CCAS, une caisse d'allocation familiale, une association, qui sera chargée évidemment de mettre en œuvre la mission, mais sous le contrôle du conseil départemental, qui aura par convention délégué la mission en question à un partenaire extérieur. Voilà en gros ce qu'on peut trouver. Ensuite, un dernier point qui peut nous intéresser, c'est la question de l'organisation territoriale des départements aux fins de réaliser
justement leur mission. Je crois qu'ici, il y a deux choses à savoir. Généralement, dans les départements, vous avez les services centraux qui se situent au chef-lieu du département, en fait. Donc voilà. Et puis, vous avez des services de proximité qui sont déconcentrés. Alors, pour vous donner quelques exemples, les territoires départementaux sont souvent découpés, je dirais, d'une certaine manière, pour répondre aux différentes missions, et c'est comme ça que vous trouvez par exemple des dénominations qui peuvent varier énormément, par exemple espaces départementaux d'action sociale, unités territoriales d'action sociale, maisons départementales des solidarités, circonscriptions d'action sociale, vous voyez, donc voilà. Et en gros ici vous voyez, il y a une liberté quand même dans l'organisation, des départements, on ne leur impose pas de s'organiser de telle et telle manière. Les choses qui sont imposées en matière d'action sociale des conseils départementaux, c'est plutôt les missions qu'ils doivent réaliser. En principe, où que vous soyez, quel que soit l'endroit du territoire où vous vous trouvez, dès lors que vous êtes en France, c'est de ça dont il s'agit, vous devriez trouver l'ensemble des services que je viens de citer, je les cite parce que la loi les impose, mais que je viens de citer quand même, vous devriez retrouver tous ces services dans tous les départements de France. Voilà pour cette partie consacrée à l'action sociale des conseils départementaux. Je propose par la suite de traiter de l'action sociale des communes en fait, puisque c'est intéressant aussi de voir quelles sont les attributions communales en matière sociale. Donc après avoir vu l'action sociale des départements, on va s'intéresser un peu à l'action sociale au niveau des communes. Alors j'ai envie de dire, de façon générale, je pense que les gens savent que la commune, la municipalité peut les aider en matière sociale. Je crois que tout le monde connaît un peu ça. Alors simplement, historiquement parlant, je dirais, les communes ont toujours joué un rôle fondamental en matière sociale. Sous la Révolution, par exemple, il existait des bureaux de bienfaisance qui distribuaient des aides sociales, mais c'était un système totalement facultatif. Alors les aides sociales étaient distribuées exclusivement aux habitants de la commune. Puis après, en 1893, on a créé des bureaux dits d'assistance qui délivraient également des aides sociales, mais c'était devenu un système obligatoire. Donc les communes étaient obligées de prévoir de l'assistance. En 1953, tout cela, bureaux de bienfaisance, bureaux d'assistance, ont fusionné pour donner naissance à des bureaux d'aide sociale. Et puis, en 1986, donc après les lois de décentralisation, tout cela s'est transformé en CCAS, Centre communal d'action sociale. Vous voyez, l'ancêtre des CCAS, finalement, c'est le bureau de bienfaisance de la Révolution, c'est quand même assez ancien. Donc on peut dire que les communes ont toujours joué un rôle fondamental en la matière. Alors aujourd'hui, un CCAS, c'est quoi? D'un point de vue juridique, c'est un établissement public administratif municipal, qui est géré par un conseil d'administration présidé par le maire ou l'un de ses représentants, et qui a par conséquent un budget propre, qui lui permet une certaine autonomie, et je dirais aussi qu'il ne faut pas confondre le CCAS et la commune. C'est deux choses distinctes. La commune, c'est la collectivité territoriale, le CCAS, c'est l'établissement public. Alors si on regarde ce que dit la loi sur les CCAS et leur mission en matière d'aide sociale, on peut dire que finalement il y a trois choses qu'il faut savoir. Il y a les missions obligatoires du CCAS, autrement dit, tous les CCAS, à l'instar des départements, doivent réaliser un certain nombre de missions, ils n'ont pas le choix. Il y a les missions qui sont facultatives, donc c'est les CCAS qui choisissent ou pas de mettre en place ces aides sociales. Et puis il y a un autre dispositif, c'est les missions déléguées, c'est-à-dire que le département a la possibilité de déléguer au CCAS un certain nombre de missions, dans le cadre d'une convention évidemment passée entre les parties, et qui permet au CCAS d'intervenir dans des domaines qui ne sont pas de sa compétence directe, mais de la compétence départementale. Alors, nous allons regarder un peu les choses de plus près. La première chose qu'on va faire, on va aller voir
du côté des missions obligatoires du CCAS. Et effectivement, l'une des missions obligatoires des CCAS, c'est la domiciliation. C'est indiqué dans le Code de l'action sociale et des familles. Plus précisément à l'article L264-1, que je vais aller voir. Et effectivement, on se rend compte que tous les CCAS de France et de Navarre ont l'obligation de domicilier des personnes qui ont des problèmes de domiciliation, justement. Alors, je rappelle finalement ce qu'est la domiciliation. La domiciliation, c'est le fait d'attribuer une adresse à quelqu'un. Pourquoi faire ? Parce que, en fait, et remarquez-le par vous-même, vous verrez qu'en France, il n'y a pas un seul formulaire administratif qui ne vous demande pas votre adresse. Donc ça n'existe pas. Par conséquent, pour ouvrir les droits, quels qu'ils soient, il faut une adresse. Sinon, vous ne pouvez pas avoir de droit. Pas d'adresse, pas de droit. Ça, c'est sûr et certain. Donc c'est l'article L264-1 du CASF, Code de l'action sociale et des familles, qui parle du droit à la domiciliation pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle. Les personnes sans domicile stable doivent être domiciliées soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. Donc il y a deux systèmes, vous l'avez compris, de domiciliation. Le système de domiciliation légale qui pèse sur les CCAS, CIAS, et un système de domiciliation, suite à un agrément, qui pèse sur les associations, par exemple, qui ont demandé au préfet de bénéficier du dispositif de domiciliation et donc de pouvoir offrir cette domiciliation aux personnes qui n'ont pas d'adresse. Donc ça, c'est très important. Tous les CCAS de France et de Navarre, tous sans exception, doivent avoir un service, je dirais, de domiciliation, une mission de domiciliation, c'est obligatoire. Ensuite, on trouve toujours dans le Code de l'action sociale et des familles une mission qui pèse également sur les CCAS, qui est également une mission, obligatoire, c'est que les CCAS participent à l'instruction des demandes d'aide sociale légale. Alors je vais retrouver l'article, je demande 2 secondes que je retrouve bien l'article qui m'intéresse par rapport à ça. Donc c'est l'article L123- quelque chose, mais je pense que c'est L123-5. Mais je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est ça quand même. Alors voilà, les CCAS, dans cet article L123-5, deuxième alinéa, ils participent à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation indépendamment de l'appréciation du bien fondé de la demande. Donc je relis, l'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation indépendamment de l'appréciation du bien fondé de la demande. C'est très clair, les CCAS reçoivent en fait les personnes qui veulent faire des demandes d'aide sociale, ils transmettent en fait ces demandes aux autorités compétentes. Alors, en gros, c'est le conseil départemental pour les aides sociales qui relèvent du conseil départemental, et puis le préfet pour les aides sociales qui relèvent de l'État. Par exemple, l'aide médicale de l'État, ça va vers le préfet, évidemment. Bon. Donc, ils transmettent les demandes aux autorités compétentes, on est bien d'accord, et ils aident les personnes à faire leur dossier, à constituer leur dossier. Donc, très simplement, ça veut dire s'assurer que le dossier est correctement rempli, que l'ensemble des pièces justificatives demandées y figurent, qu'il est bien daté et signé, etc. etc. Donc le CCAS est dans l'obligation de recevoir, d'aider les personnes à compléter le dossier, et puis de transmettre le dossier aux autorités compétentes pour que le dossier soit étudié et que l'autorité compétente se prononce sur le bien fondé de la demande. Mais ce n'est pas au CCAS de dire « à mon avis, votre demande a 0 chance d'aboutir, par conséquent, je ne transmets pas ». Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est simplement, je le répète, de recevoir les personnes, de les aider à constituer leur dossier, et ensuite de transmettre le dossier aux autorités compétentes
qui se chargeront bien entendu de se prononcer sur le bien fondé de la demande ou pas. Ensuite, il y a également des missions facultatives qui pèsent sur les CCAS. Donc c'est mis au titre des missions facultatives, vous allez trouver tout ce qui est de l'ordre des aides sociales facultatives. Par conséquent, dans le cadre de ces aides sociales facultatives, vous pouvez avoir un système de subvention, de prêts remboursables ou non remboursables, des aides en nature, par exemple des colis alimentaires, ou alors des aides sous forme de bons, de chèques qui vous permettent, je ne sais pas, d'acheter du loisir, d'acheter de l'habillement, du transport, etc., etc. Donc là, vous avez effectivement une grande variété, hein, selon les villes dans lesquelles vous êtes. Les CCAS n'offrent pas tous évidemment les mêmes prestations, il peut y avoir de très grandes diversités par rapport à ça. Les CCAS, c'est aussi la gestion d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux. C'est indiqué dans l'article L123-5 du CASF. Alors c'est l'alinéa 3 de cet article qui dit la chose suivante. Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en service non personnalisé les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles, autrement dit tout type d'établissement et services social ou médico-social. Par exemple, dans le domaine des personnes âgées, vous avez des CCAS qui créent et qui gèrent des EHPAD. Dans le domaine des personnes handicapées, il y a des CCAS qui créent et qui gèrent des ESAT. Dans le domaine de l'exclusion, vous avez des CHRS qui ont été créés et qui sont gérés par les CCAS. Vous avez le SAMU social, des fois, qui est créé et géré par le CCAS. Dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence, vous avez des centres de loisirs et d'hébergement, des centres de loisirs sans hébergement, CLSH, qui peuvent être créés par les CCAS, des crèches, des haltes-garderies, etc., etc. Donc vous voyez que le CCAS peut jouer un rôle fondamental dans pas mal de domaines. Et puis, enfin, vous avez les missions déléguées par le conseil départemental au CCAS, puisqu'en effet, la loi prévoit cette possibilité de délégation. Alors c'est l'article L121-6, toujours du CASF, qui prévoit le principe de la délégation. Alors, voilà ce que dit l'article. Hein. Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L121.1 et L121.2 du même code. Écoutez, quand on regarde L121.1 et L121.2, on comprend alors que le département peut passer une convention avec le CCAS pour lui déléguer tout ou partie d'un ensemble de missions très large, puisque quasiment tout ce que fait le département peut être délégué en tout ou partie à la commune. Donc on ne va pas rentrer dans ce détail, mais je peux vous donner un exemple précis. Par exemple, si vous prenez l'article L262-15 du CASF, eh bien, on va regarder ça ensemble, hein, il n'y a pas besoin de s'énerver. Quand on voit L262-15, voilà, je lis l'extrait qui m'intéresse. L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l'organisme chargé du service du RSA. Peuvent également procéder à cette instruction le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, lorsqu'il a décidé d'exercer cette compétence, ou par délégation du président du conseil départemental, dans les conditions définies par convention, des associations ou des organismes à but non lucratif. Donc là, c'est à propos du RSA. On voit bien que la compétence en matière d'instruction des dossiers RSA peut être exercée également par le CCAS. Donc vous voyez un peu l'étendue en fait, de l'intervention du CCAS en matière sociale.
Alors c'est vrai que on l'a déjà vu, la loi MAPTAM nous dit le chef de file en matière dans le domaine social, c'est le département. Pour autant, hein, il faut bien l'avoir en tête, il ne faut pas dire que la commune n'a pas de compétences en matière sociale. Elle a beaucoup de compétences en matière sociale. Ce ne sont pas les mêmes que celles du département, certes, mais elle a beaucoup de compétences. Et notamment, tout le monde connaît un peu les CCAS. Donc les gens dans les villes moyennes, parce que le CCAS n'est pas obligatoire dans toutes les villes, hein, il y a une notion de nombre d'habitants. Alors je vais vous redonner ici au travers de l'article 123-4 du même code, hein, toujours le code de l'action sociale et des familles. Alors voilà ce que dit l'article 123-4. Un centre communal d'action sociale est créé, donc c'est une obligation, dans toute commune de 1500 habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1500 habitants. Donc c'est une obligation dans les communes de plus de 1500 habitants. Donc voilà, donc sachez que tous les gens qui vivent dans des endroits où il y a un CCAS ou un CIAS, quand les communes décident de se regrouper, connaissent un peu les compétences en matière sociale de ces établissements publics. Voilà, hein. Voilà donc pour cette leçon. Hein, finalement, je crois que cette leçon-là et la leçon 16 vous permettront de bien comprendre un peu le système de décentralisation dans un premier temps, et puis ensuite de voir aussi comment l'action sociale est exercée au niveau des communes, au niveau des départements, et j'avais réservé d'ailleurs une leçon sur l'action sociale, sanitaire et sociale de l'État, donc c'est une leçon aussi également qui vient se rajouter à celle-ci, et qui permet d'avoir une vision assez globale, et assez précise, même si parfois, bon, j'ai peut-être manqué un peu de précision, mais c'est comme ça. Voilà. À bientôt mes amis.